Alors moi je suis donc Julien Tenedos, je suis en charge du projet Fundit. Et je suis Christiane Abelet, je suis la responsable éditoriale du projet. Donc c'est moi qui alimente en fait la plateforme. Voilà. Alors institutionnellement, il y a effectivement le réseau français des instituts d'études avancées, la Fondation Maison des sciences de l'homme, le CNRS, le réseau national des maisons des sciences de l'homme, l'Alliance Etana et le ministère. Donc tous les partenaires et toutes les tutelles sont bien présentes. Alors pour vous expliquer donc la plateforme Fundit, Fundit est une plateforme pour trouver des financements pour la mobilité et la recherche en sciences humaines et sociales, aussi bien en France qu'à l'international. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur des programmes de financement qui ne seraient qu'européens, mais on est vraiment sur tous les programmes de financement français, européens et internationaux, et sur la mobilité sortante, donc pour les chercheurs français, enfin issus de la communauté française de recherche qui veut aller à l'international, et la mobilité entrante pour les chercheurs étrangers qui veulent venir en France pour trouver des mobilités, des possibilités de résidence. Alors nous avons créé Fundit car depuis quelques années, plusieurs rapports pointent l'insuffisante internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire une présence assez faible des chercheurs français dans les réseaux académiques internationaux, une faible participation aux programmes de financement, qu'ils soient européens ou internationaux, et parallèlement à tout cela, il y a aussi une mauvaise attractivité des institutions de recherche françaises. Ce qui était un peu les conclusions du rapport Athéna sur l'internationalisation qui a été produit en 2012. Il y a aussi, parallèlement à cette remarque, à ce constat, une injonction à aller à l'international de plus en plus, ce qui était notamment le cas dans le rapport du Berger sur l'enseignement supérieur et la recherche en 2012, pour aller plus à l'international et participer plus justement dans ces réseaux académiques et internationaux. Il y a donc vraiment un besoin, une injonction à l'international. Alors, sans vouloir faire une grande leçon sur l'internationalisation, on sait bien que cette internationalisation a toujours joué un rôle important dans la recherche en sciences humaines et sociales. C'est effectivement grâce à la circulation des savoirs et des pratiques scientifiques qu'on a amélioré souvent les méthodologies et la production de connaissances. Donc aujourd'hui, s'internationaliser est devenu une sorte d'horizon nécessaire pour tout chercheur en sciences humaines et sociales. Ce qui ne revient pas à dire, bien évidemment, qu'il n'y a pas de bonnes recherches qui sont effectuées au niveau local, régional ou national, mais les questions sont de plus en plus, les questions contemporaines, enfin celles en tout cas dont s'occupent les sciences humaines et sociales, sont de plus globalisées, connectées, les financements eux-mêmes sont de plus en plus globalisés, mondiaux, donc il y a un vrai besoin d'aller à l'international, et le seul horizon national aujourd'hui ne suffit plus. Alors, si l'international est une dimension donc essentielle aujourd'hui de la recherche contemporaine, il faut néanmoins remarquer que c'est un processus et qu'en tant que processus, il ne se décrète pas, mais réellement il se construit. Cette remarque qui vaut pour le parcours des chercheurs est valable également pour les institutions. Or, on observe, malgré tous les derniers développements et efforts qui sont faits, un déficit dans le domaine de l'accompagnement à l'internationalisation, relativement en tout cas aux pays européens leaders en la matière. La situation s'est bien évidemment améliorée ces dernières années du fait des injonctions de l'État et des nouveaux critères d'évaluation de l'évolution des carrières des chercheurs, mais les cellules d'accompagnement parfois encore semblent encore un petit peu trop peu adaptées aux besoins réels des chercheurs, que ce soit en termes de portage, d'accompagnement, de reporting, de parler bruxellois, hein, pour le dire vite, ou même d'information, de diffusion des possibilités de financement ou de résidence. Alors, de fait, on ne peut que remarquer la faible présence des chercheurs français en sciences humaines et sociales dans les grands programmes de mobilité à l'international et de financement de la recherche. Pourtant, les Français sont plutôt bons. Parce que quand ils participent à un programme de financement, généralement, ils arrivent à avoir des taux de réussite qui sont plutôt bons. Par exemple, les ERC, qui sont des bourses pour les recherches données par le Conseil européen de la recherche. En 2016, pour les starting grants, donc pour les chercheurs plutôt juniors, les Français ont eu 5 bourses en sciences humaines et sociales, ce qui est peu comparé aux 25 bourses anglaises, aux 11 bourses néerlandaises et aux 10 bourses allemandes. Mais en taux de succès, les Français se classent devant l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne, puisqu'elles ont déposé une vingtaine de dossiers, ce qui représente donc un taux de succès de 20%. Donc, il faudrait peut-être accompagner un petit peu plus les chercheurs, les inciter à déposer un petit peu plus de dossiers pour pouvoir avoir plus de bourses ERC. Alors, ce déficit que je remarque pour les chercheurs vaut également pour l'attractivité de la France, qui a du mal à attirer, même si je parle sous la égide de Stéphanie Perrucal, on attire quand même de très bons, et je connais très bien la situation, on attire tout de même de très très bons chercheurs internationaux, mais
il existe effectivement le dispositif des UA en France, mais on a du mal après à retenir les chercheurs qui ne font généralement qu'un passage en France. Voilà. Alors nous, à notre niveau, donc après avoir réfléchi longuement, on pense comment une partie de la situation, une partie de la résolution du problème se situe déjà dans la meilleure diffusion de l'information, dans une meilleure communication. Alors, quelles opportunités de financement, pour quel public, et ensuite dans un accompagnement personnalisé en articulation avec les cellules européennes, justement, qui sont au plus près des chercheurs. C'est pourquoi nous avons créé Fundit, pour poser la première pierre, pour donner l'information disponible sur tout ce qui est accessible à vous, chercheurs en sciences humaines et sociales, sur les programmes de mobilité et de financement de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc c'est l'outil que vous voyez derrière vous, qui est en fait un site internet, une plateforme. C'est une plateforme qui concentre tous ces appels. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc, on est à 459 appels. On publie environ une cinquantaine de nouveaux appels par semaine, je pense que c'est à peu près notre rythme. On est à un niveau de financement plutôt bas, 207 millions actuellement, ça paraît beaucoup, mais c'est vrai qu'on a déjà atteint des records à 450 millions. Hein, on a déjà fait ça, voilà. Donc, pardon, ça veut dire que si vous postulez à toutes les bourses, vous les aviez toutes, vous direz 207 millions à dépenser. Je vous le souhaite. Bah, bon courage. Alors, pour simplifier les choses, là aujourd'hui, on a la chance, nous, de pouvoir vous présenter l'outil en entier avec toutes ses fonctionnalités. Mais au cas où vous êtes perdu, on a créé un mode d'emploi aujourd'hui qui raconte un petit peu ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que Fundit, à qui on s'adresse, et qui qui vous montre en gros comment fonctionne le site et qu'est-ce que vous pouvez trouver dedans et quelles sont les différentes petites fonctionnalités. Nous, on a la chance d'avoir Christiane. On va en profiter et on va se lancer directement en arrivant sur le site. Voilà. Je vais laisser la parole à Christine. Donc voilà, je vais faire un petit tour du site. Donc ça ressemble à ça. On a conçu le site et la home avec 4 portes d'entrée. Donc cette partie en haut là, c'est la partie de mobilité avec 20 appels actuellement pour venir en France, 252 pour partir à l'international. Donc ça c'est incoming, outgoing. Et puis la partie en bas, ça, c'est les financements. Donc, il y en a des financements individuels. Cette partie-là, elle est financement collectif ou collaboratif. Actuellement, 140 appels ouverts. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va se dire qu'on a envie de partir, parce qu'on est en France déjà, donc on ne va pas venir en France, on va partir à l'international. Et on a les 252 appels à candidature actuellement ouverts pour partir dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région du monde. Donc ça ressemble à ça. Vous avez pour tous les appels une petite carte comme ça avec les infos les plus pertinentes, le titre de l'appel. C'est un programme pour partir en Italie, à la Villa Ittati, pour travailler sur la Renaissance italienne. Donc vous avez le pays concerné, l'Italie. Vous avez les institutions impliquées ou porteuses du programme. Donc là c'est la Villa Ittati, c'est l'institution d'accueil. Et l'université Harvard aussi. Parfois, il y a aussi encore une autre fondation, une institution qui finance. Donc, ça peut être toutes les institutions un peu impliquées dans le programme. Et vous avez, très important, le nombre de jours qui vous restent pour postuler. Donc là, vous avez 15, ouais, c'est bien ça, 15 jours qui vous restent. Voilà, bon, ça continue comme ça. Je ne vais pas vous cacher que parmi les 250 appels, il y a quand même environ la moitié qui est pour les États-Unis, parce qu'il y a quand même énormément de programmes aux États-Unis, mais il y a aussi quand même d'autres programmes. Vous avez ici un programme en Allemagne, par exemple. Bon, après ça continue, États-Unis, Allemagne encore, Corée du Sud, Singapour. Donc c'est vraiment un peu partout. On continue en bas, voilà, vous avez les autres appels. Ils sont organisés par défaut par date de publication. Donc ça, c'est les appels que je viens de mettre en ligne hier, en fait. Vous pouvez aussi les trier ici par bientôt expiré. Donc vous aurez d'abord ceux qui expirent bientôt. On va voir, voilà. On a d'abord en fait ceux qui sont toujours ouverts. Il y a pas mal de programmes qui sont toujours ouverts à candidature. Donc là vous voyez c'est marqué toujours ouvert. Mais en scrollant un peu en bas, voilà, toujours ouvert, toujours ouvert, toujours ouvert. Un programme au Japon, au Brésil. On arrive. Peut-être. Ah, c'est long. C'est une énorme base de données. Voilà, là vous avez un programme qui ne charge pas. Voilà, vous avez 0 jours. Donc ça c'est un programme qui termine aujourd'hui. Il vous reste 12 heures pour postuler. Donc voilà, et ça continue. C'est bizarre, ça n'a pas bien chargé. Mais ouais. Voilà, 0, 0.
Et vous avez ici en haut, un menu déroulant d'institutions. Donc ça, c'est toutes les institutions impliquées d'une manière ou d'une autre dans ces 250 appels. Ça peut être utile si vous avez connaissance d'un programme en particulier. Vous cherchez un programme très particulier dont vous avez déjà entendu parler, peut-être. Donc vous pouvez vous rendre directement dans ce menu-là pour chercher l'institution et puis trouver directement le programme que vous cherchez. Vous avez évidemment 250 appels, c'est beaucoup. Vous avez évidemment des filtres ici sur la gauche. Vous pouvez les filtrer par pays de destination. Donc nous, on va dire qu'on a envie de partir aux États-Unis, bien sûr, et on a envie de partir sur la côte pacifique. Voilà, parce qu'on a entendu parler qu'il y a des bonnes universités là-bas et qu'il fait beau. Voilà, donc c'est déjà... Ça peut être critère aussi. Donc on a 24 appels ouverts sous le soleil. Et vous pouvez évidemment filtrer par discipline et par type d'institution. Donc par exemple par fondation, vous avez envie de partir spécialement dans un institut d'études avancées, vous avez envie de partir dans une université ou un musée, enfin voilà. On va dire qu'on a envie de partir dans une université et voir ce que ça donne. Donc voilà, il reste 13 appels ouverts dans une université sur la côte du Pacifique. Disons que c'est ce premier appel-là qui nous intéresse. On clique dessus, vous avez toutes les informations sur l'appel. Donc ça, c'est la page d'un appel, vous avez toujours une jolie image. Et surtout le texte de l'appel, ça c'est le texte original qu'on copie, qu'on picole de la page de l'institution. Voilà, avec tous les critères d'éligibilité, de requirements, de stipend et tout ça. On ne traduit pas en français, hein. On n'a pas les moyens de traduire tous les textes, les appels en français. Donc, la plupart, c'est en anglais. Pour avoir accès à ce genre d'informations sur comment postuler tout ça, vous avez toujours ici en haut le lien externe vers le site de l'appel. Pour y accéder, il faut que vous soyez connecté en tant qu'utilisateur ou utilisatrice du site. Donc, on vous demande ici de vous créer un compte. Ça va vraiment vite. Il vous juste votre nom, prénom et votre adresse email. J'allais vous dire aussi l'intérêt d'avoir un compte sur Prendit, c'est que ça vous donne donc accès à toutes ces petites fonctionnalités qui sont supplémentaires, que Christiane va vous montrer aussi. Et pour nous, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet aussi un moment de vous contacter, de revenir vers vous pour vous demander si cet outil vous semble pertinent et si vous avez besoin d'autres choses, si vous avez besoin qu'on mette en place d'autres éléments ou d'autres fonctionnalités sur cette plateforme pour pouvoir répondre mieux à vos besoins, parce que ça a été vraiment, j'insiste là-dessus, j'insisterai peut-être encore à nouveau dessus, mais ça a vraiment été créé pour la communauté de recherche en sciences humaines et sociales. On l'a créé en parlant beaucoup, en échangeant avec les chercheurs, en essayant de savoir un petit peu quels étaient leurs besoins. Et aujourd'hui, si on fait aussi ces séances de rendu public de nos travaux, c'est aussi pour avoir vos avis. Donc ça nous permet de savoir qui est sur le site et qui l'utilise. Alors aujourd'hui, aussi pour faire un point sur le nombre d'utilisateurs, on a lancé le site en décembre 2015 à une quarantaine de personnes, sans vraiment communiquer. On a commencé à communiquer seulement à partir du mois de mai, et aujourd'hui on a plus de 2000 utilisateurs réguliers qui viennent sur la plateforme pour consulter les appels. Donc ça, la communauté grossit, et plus elle grossit, plus il est intéressant de pouvoir envisager des interactions entre vous, qu'on va voir par la suite. Voilà. Donc voilà, je continue. Voilà, je me suis connectée, donc vous avez maintenant accès au site officiel de l'appel avec tout le dossier de candidature et tout ça. Donc comme je l'ai dit, nous on ne gère pas ça, on vous donne juste l'information. Et là, c'est à vous après de regarder comment faire pour apply et tout ça. Vous avez, en fait, je ne l'ai pas dit, là, vous avez ici toutes les informations techniques de l'appel, la date de candidature, le 15 novembre, la durée de la bourse, là, c'est une bourse de 2 ans, le pays ou les pays concernés, les disciplines ou la discipline concernée, là, c'est un programme pour toutes les sciences humaines, le nombre de bourses disponibles, si c'est indiqué, c'est pas toujours indiqué, mais là, ça a été indiqué qu'il y a 4 places disponibles. Et le montant par bourse, donc là vous avez quand même $74 par an, c'est assez généreux comme bourse. 14 000, merci. 74 aurait été peu, 74 000, c'est énorme. C'est ça. Voilà. Et vous avez un deuxième lien externe ici en haut, en bleu, guide funded de mobilité. Oui, voilà, le guide, merci. Le guide funded de mobilité pour obtenir un visa. Donc en cliquant là-dessus, vous arrivez sur notre blog. Nous avons aussi créé un blog qui rassemble des articles divers. Donc là, par exemple, on a fait un guide pour comment obtenir un visa pour les États-Unis.
Déjà que je suis sur le blog, je vais peut-être vous le montrer un peu. Donc vous y arrivez soit en cliquant sur ce lien bleu à côté de l'appel, soit ici en bas vous avez blog. Vous arrivez sur la home du blog. Donc vous avez voilà, des actualités du monde de la recherche, nous présentant un peu des institutions, ce qu'ils font, leur programme de mobilité, etc. Des modes d'emploi comme celui-là que je viens de vous montrer, des sélections thématiques, tous les appels sur l'Asie du Sud-Est, des choses comme ça. Et surtout des témoignages d'anciens fellows, d'autres chercheurs qui ont déjà participé à un programme de bourse de mobilité et qui vous disent comment ça s'est passé, quelques astuces, conseils sur comment postuler et tout ça. Donc c'est nous en fait qui avons fait ces entretiens avec ces gens-là. C'est soit des fellows, soit en fait des programmes officiels de programmes. Donc c'est aussi un peu des conseils officiels des coordinateurs de programmes. Et ça c'est vraiment des informations inédites, exclusives que vous ne trouvez que sur notre blog. Donc ça vaut la peine de regarder de temps en temps, de se promener un peu, de voir ce qu'il y a. Donc là, voilà, la première, c'est une vidéo d'une chercheuse qui nous raconte un peu son séjour en Allemagne. Donc voilà le blog. Et vous avez aussi, à côté de chaque appel, les institutions porteuses. Donc là, c'est l'université de Stanford et la fondation Mellon qui finance tout plein de programmes aux États-Unis. En cliquant dessus, vous arrivez sur la page de l'institution. Donc chaque institution a aussi une page sur Fundit avec un peu un texte. Évidemment, le lien externe vers le site de l'université de Stanford dans ce cas-là. Et surtout, tous les appels à projets actuellement ouverts pour cette institution. Vous avez ici en haut toujours le bouton afficher les appels expirés. Donc là, nous allons nous faire afficher les appels expirés pour l'université de Stanford. Donc ça, c'est tous les appels qui sont déjà passés sur le site, mais qui ne sont pas actuellement ouverts. Ça sert à quoi de faire afficher ces appels-là? En fait, nous ne publions sur Fundit que les appels récurrents. Ça veut dire des appels qui, normalement, sont ouverts au moins une fois par an, parfois 2 fois par an, même 3 fois. Donc, les chances sont assez grandes que ces appels expirés vont un jour ouvrir à nouveau. Comment faire alors pour savoir quand ils ouvrent? Vous avez plusieurs possibilités. On va voir par exemple celui-là qui est actuellement expiré, donc qui n'est pas ouvert. Donc sur Fundit, vous pouvez les bookmarker, vous pouvez les ajouter à vos favoris ici dans sur ce petit drapeau-là. Et maintenant, vous serez alerté par mail dès que cet appel-là ouvre à nouveau. Vous pouvez aussi, je vais faire comme ça, vous pouvez aussi bookmarker, mettre en favori des institutions. Donc là, on va bookmarker l'université de Stanford. Et maintenant, vous serez alerté pour tous les appels qui sont publiés pour l'université de Stanford. Alors, ça ne marche que si vous avez un compte, évidemment. Bien sûr, oui. Voilà, tout ça. Si vous essayez de bookmarker sans avoir de compte, on va vous demander de créer un compte. Donc, c'est vraiment utile de se créer un compte pour avoir accès à cette fonctionnalité. Et encore une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer, qui est aussi très utile. Vous ne pouvez pas seulement bookmarker ou enregistrer des institutions et ou des appels, mais aussi toute une recherche avec des critères de recherche. Donc là, on va revenir sur cette page des 200 appels pour partir à l'international. On va se dire qu'on a envie de partir en Belgique. On est très aventureux. Et c'est aussi l'international. Il y en a des appels quand même pas mal. Mais tout à fait. Ah, c'est long. Voilà, 4 appels ouverts. Et on va aussi choisir des disciplines, on va dire qu'on est économiste. Voilà. Il y a 3 appels ouverts pour des économistes, pour l'économie en Belgique. Par contre, parmi ces 3 appels, il n'y a aucun qui vous intéresse. Ou vous avez juste envie de rester au courant de tous les appels pour ces catégories-là. Donc vous pouvez maintenant enregistrer cette recherche en cliquant ici. Vous avez le bouton enregistrer votre recherche. Ça aussi, ça ne marche que si vous êtes connecté, évidemment. Vous pouvez lui donner un nom pour vous rappeler des critères que vous avez mis. Donc là, on va mettre Belgique, économie. Vous pouvez faire comme vous voulez, voilà. Vous pouvez sélectionner la périodicité des alertes, donc une fois par jour ou une fois par semaine. Normalement, une fois par semaine, c'est suffisant. Il n'y a pas tant d'appels non plus pour la Belgique. Et voilà. Et maintenant, vous serez alerté dès qu'il y a un appel pour la Belgique en économie. Vous trouverez tous vos bookmarks et vos recherches enregistrées dans votre compte utilisateur. Donc ici, vous avez votre nom,
En cliquant dessus, vous arrivez sur votre interface utilisateur et vous avez voilà, l'institution, le call et l'institution que je viens de bookmarker et aussi la recherche que je viens d'enregistrer. Et vous pouvez gérer tous vos critères, vos mots de passe et tout ça ici sur cette interface-là. Voilà. Je vais passer la parole à Julien, je crois, pour vous expliquer un peu plus la partie des financements. Oui, alors avant de revenir, d'attaquer la partie des financements, vous avez bien compris que Fundit est un petit peu plus que ce qu'on en disait au début, puisqu'on a essayé de créer véritablement un écosystème pour accompagner au mieux les chercheurs, que ce soit à travers des guides qu'on essaie de faire et qu'on met en ligne sur notre blog, des témoignages qui sont assez précieux, puisque ce sont des témoignages d'anciens résidents qui vous disent en gros quels sont les petits trucs à mettre dans votre candidature pour présenter une candidature qui soit un petit peu plus compétitive. Des program officers aussi qui peuvent vous dire nous voilà ce qu'on attend comme profil, ce qu'on attend comme candidat, et donc vous avez ces informations là qui sont directement accessibles. Et on essaie aussi donc de mettre toute cette communauté en lien. Alors on vous donne aussi d'autres possibilités. Vous avez vu par exemple sur cette page d'accueil, vous avez une sorte de bouton de switch. Par défaut, vous arrivez sur la page de Fundit pour trouver des financements et de la mobilité. Mais vous pouvez également chercher des institutions, parce qu'on est aussi une base de données des institutions. Il était évident pour nous dès le départ de créer cette base de données des institutions, parce que comme le disait Christiane, tous les appels qu'on publie sont récurrents. Donc à chaque fois que vous mettez en bookmark un appel, vous êtes à peu près sûr, enfin en tout cas tant que l'université a les fonds pour, que cet appel va réapparaître l'année prochaine. On ne met pas peu de programmes qui sont des one-shots. Si ce sont des programmes qui ne sont pas vraiment pertinents pour la communauté française de recherche en sciences humaines et sociales, on ne va pas les mettre en avant. Ça fait déjà énormément de travail. Vous voyez qu'aujourd'hui on arrive déjà à 993 institutions, 78 en France, 670 à l'international, 101 qui financent des projets individuels et 210 institutions qui financent des projets collectifs. Alors, on va rester dans la même logique de partir à l'international. Cette base de données d'institutions est aussi un bon outil pour vous, parce qu'imaginons, voilà, alors il y a toujours ces 669 institutions qui sont indiquées. Vous voyez ici en haut, il y a ce switch entre trouver un financement et trouver une institution. Trouver un financement, ce sera donc pour partir à l'international. Vous avez les mêmes filtres qui sont possibles ici, pays de destination et type d'institution. Imaginons par exemple que nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir en Asie. Voilà. Donc on soumet, on va donc voir le nombre d'institutions qu'il y a en Asie. On a 52 institutions et on veut absolument partir dans un institut d'études avancées parce que c'est quand même très prestigieux et c'est quand même très bien. Voilà. Nous soumettons la requête institut d'études avancées en Asie. Il existe actuellement, on a recensé 5 institutions en Asie. Et là, il s'agit de la même fonctionnalité pour vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de revenir tous les jours pour regarder ce qui s'est passé de nouveau sur Fundit, sur cette recherche, eh bien, il suffit juste d'enregistrer en gros toutes ces institutions qui vous intéressent, vous les bookmarquez, et dès qu'il y a un nouvel appel, par exemple du Fudan Institute for Advanced Study in Social Science, vous le recevrez directement dans votre boîte aux lettres sans être revenu sur Fundit, ce qui est aussi une fonctionnalité principale qu'on a essayé de mettre en avant. Voilà, alors je vais vous montrer aussi la partie des financements, financement collectif ou financement individuel. Alors là, on est resté dans la partie institution, mais on va voir la manière dont ça se présente pour le financement. C'est en gros la même architecture et la même ergonomie que pour partir en international. Aujourd'hui, pour financer un projet collectif, donc 140 appels qui sont ouverts, avec les mêmes possibilités de tri, publiés récemment ou bientôt expirés, avec les mêmes choix d'institutions. Donc aujourd'hui, on voit par exemple qu'il y a beaucoup d'institutions qui portent 1, 2, 3 projets. La Communauté européenne qui en porte évidemment 124. Alors c'est évidemment le plus gros pourvoyeur de fonds actuellement pour la Communauté française de recherche en sciences humaines et sociales. Mais on essaie de diversifier un petit peu nos sources d'information et de trouver plus de financement pour les sciences humaines et sociales à l'international. Vous voyez, on n'est pas nombreux, c'est surtout Christiane qui fait le travail, donc c'est aussi pour ça qu'on peut s'appuyer sur vous. Si vous avez vent d'appels qui existent, vous pouvez nous le soumettre ici via ce petit bouton, soumettre un appel comme ça nous aide à construire aussi la base de données. Alors, vous voyez ici apparaître un nouveau filtre qui est le taux de SHS, qui en gros indique sur chaque appel la présence de SHS dans cet appel. Je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite ce dont il s'agit. Vous pouvez encore évidemment afficher tous les appels expirés. Ici, toujours les mêmes possibilités de tri par origine du financement, puisque là on est vraiment sur des financements en France et à l'international, par discipline, par type d'institution, et également par type de programme agenda.
Alors, on a voulu spécialement développer en gros cette partie type de programme Agenda 20, parce que c'est un peu aussi l'injonction générale, c'est d'aller à l'Europe, de déposer des projets européens de financement ou de mobilité. Et la manière dont le Work Programme a été construit pour les sciences humaines et sociales, alors il y a les défis sociétaux. Je ne vais pas tout vous expliquer le programme Agenda 20, je crois qu'il y a des personnes qui sont plus capables que moi de le faire, mais il y a les défis sociétaux, et en gros le défi sociétal 6 et le défi qui est exclusivement réservé aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc nous, on répercute évidemment, en cochant cette case, vous trouverez tous les appels ouverts sur le défi sociétal 6. Mais il y a aussi d'autres défis, 1, 2, 3, 4, 5 et 7, qui sont sur la santé, la sécurité alimentaire, les énergies, les transports, la lutte contre le changement climatique ou la sécurité des citoyens et de l'Europe, dans lesquels les sciences humaines et sociales sont embarquées. Embedding, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des appels qui sont ouverts aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors ça a été aussi une volonté politique de la Commission européenne de mettre des sciences humaines et sociales dans tous les appels, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est à quel point c'est ouvert aux sciences humaines et sociales. Puisque s'il y a un défi qui est spécifiquement réservé aux sciences humaines et sociales, les autres sont ouverts à toutes les sciences, mais on a mis des sciences humaines et sociales, on les a un petit peu parsemés comme ça. Donc nous, par exemple, pour comprendre ce taux de SHS qu'on a donc déterminé, sur chaque appel, on lui donne un taux de SHS, on va prendre par exemple le défi sociétal 3 sur les énergies sûres, propres et efficaces, donc qui ne concerne a priori pas spécifiquement les sciences humaines et sociales. En soumettant, donc on va avoir le nombre d'appels du défi sociétal 3, qui compte aujourd'hui 7 appels, et alors on peut voir, vous voyez ici vous pouvez choisir, le taux de SHS de 1 à 5, c'est comme sur le téléphone, hein, moins il y en a, moins il y en a. Voilà. 5, ça veut dire que c'est un taux plutôt intéressant. Je vais prendre par exemple cet appel, New Knowledge and Technologies, qui se présente exactement de la même manière que pour les appels à mobilité, avec ce taux de SHS qui est indiqué ici. Pourquoi se lancer? On va venir après. Donc ici, toutes les informations habituelles sur le site de l'appel, la Commission européenne. Ici, un contact, qui est une personne que vous pourrez contacter si vous avez besoin de renseignements sur ce projet, que ce soit en tant que chargé de projet européen ou chercheur, vous pouvez appeler directement cette personne. Elle nous a donné l'autorisation pour le faire, pour lui demander des conseils et autres, la date de candidature et le montant de la bourse qui est alloué pour ce projet. Avec évidemment toute la description du projet. Alors, nous, pour vous donner encore un petit peu plus de visibilité et plus de clarté dans les appels à projets européens, qui peuvent être un peu compliqués, on a fait appel aux points de contact nationaux des différents défis et des différents piliers de financement en sciences humaines et sociales, enfin pour le programme Agenda 20, et on leur a demandé, dans chacun des défis, de nous trouver une personne qui est en charge des sciences humaines et sociales et qui peut nous aider à avoir une lecture critique de cet appel. Et qui peut nous aider à dire voilà, qu'est-ce qu'on attend des chercheurs en sciences humaines et sociales dans cet appel et quelles seraient les disciplines particulièrement concernées. Donc là, pour le défi 3, en cliquant sur cette petite box, on a donc fait appel à Carmen Zekes et Lionel Bouffier, voilà, qui sont points de contact national énergie en charge du défi énergie propre sur efficace, et eux ils lisent l'appel à projet et ils nous disent voilà, alors ce qu'on attend des SHS, c'est qu'elles peuvent être impliquées dans le cas où la recherche, enfin, je ne vais pas vous le lire, mais vous allez lire. Donc ils nous disent précisément là où les sciences humaines et sociales sont impliquées, et en plus ils vous donnent des conseils, c'est-à-dire il ne faut pas s'y conformer, si vous êtes géographe, il ne faut pas se dire cet appel n'est pas pour moi, mais ils pensent en tout cas que eux, les disciplines qui sont particulièrement concernées sont la sociologie, l'économie et l'environnement. Ça, ce travail de lecture et d'analyse qu'on fait sur cet appel, on a essayé de le faire pour tous les appels portés par Agenda 20. Alors, ça prend beaucoup de temps aussi. Les gens ne font pas ça à temps plein pour nous, ils font ça bénévolement, donc on n'a pas encore tous les défis qui sont remplis. Je crois qu'il nous manque le défi 4 et le défi 7 aujourd'hui, sur lesquels il n'y a pas encore de lecture critique, mais pour tous les autres, on va essayer au maximum d'apporter toutes ces lectures critiques. Et ce qu'on est en train de développer, c'est qu'on est en train de demander aux points de contact nationaux européens de faire ce travail pour nous en s'appuyant sur Net for Society, qui est un peu l'instance de critique sciences humaines et sociales au niveau de la Commission européenne pour les appels, de leur demander donc à chaque fois qu'il y a des appels qui sont marqués comme ouverts aux chercheurs en sciences humaines et sociales, de nous faire une lecture critique à un niveau européen. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, ce que vous voyez apparaître ici aussi, participer à la discussion, c'est aussi également une fonctionnalité qui existe sur tous les appels.
Comme je vous le disais, on essaie de constituer une communauté. Aujourd'hui, à peu près 2000 utilisateurs assez réguliers de Fundit. On ne pense pas, nous, pouvoir vous fournir toute l'information sur tous les appels, mais on pense que vous êtes aussi détenteur d'une partie de cette information. Et donc, en participant à la discussion, si par exemple vous voulez aller dans un institut d'études avancées au Japon ou autre, et que vous ne savez pas vraiment comment présenter le dossier, que faire, à qui contacter et comment est-ce que ça marche, parce que ça peut être particulier, vous pouvez lancer une discussion sur la page de l'appel de Fundit. Ça vous amènera sur un groupe de discussion LinkedIn sur lequel des gens sont déjà inscrits. Vous pouvez poser la communauté aux chercheurs en sciences humaines et sociales et leur dire voilà, moi j'aimerais bien aller à l'Institut de Fudan. Est-ce que quelqu'un y est déjà allé et quels conseils vous me donneriez pour pouvoir postuler? À ce moment-là, les chercheurs, vous, ceux qui sont déjà inscrits, peuvent s'emparer de cette discussion et dire ben voilà, moi j'y suis allé et je te donne tel ou tel conseil, contacte cette personne et présente plutôt tel ou tel aspect, mais plutôt en avant de ta candidature tel ou tel aspect. Et voilà, donc on a essayé de créer vraiment divers outils, que ce soit le blog, la plateforme ou le groupe de discussion LinkedIn, pour que vous puissiez aussi vous en emparer et faire bénéficier les autres de votre savoir et de vos compétences. Voilà, alors évidemment, vous pouvez partager ça sur vos pages de réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou sur LinkedIn. Nous-mêmes, on a aussi une page Facebook. Comme on n'est pas connecté, je ne sais pas si on est connecté. Voilà, une page Facebook. Chaque appel qui est publié sur la plateforme Fundit est automatiquement publié sur la page Facebook. C'est également un moyen pour vous de vous emparer des discussions. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment, qui partagent. Enfin, vous pouvez le partager et mettre cette page avec vos amis et discuter. C'est aussi un autre moyen d'en discuter. Et évidemment, un fil Twitter sur lequel tous les appels sont également publiés et sur lequel nous, parfois, on lance aussi des discussions, des appels, ce genre de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous emparer de tous ces outils, puisque c'est vraiment pour vous qu'on les a créés. Voilà. Tu peux peut-être parler des nouveaux développements? Oui, un dernier mot sur ce qu'on est en train de développer, parce que ça pourrait aussi en partie répondre à la question de la collègue de tout à l'heure sur les disciplines. On s'est rendu compte que quand même la plupart des appels est ouvert à peu près toutes les disciplines. Donc ils sont souvent assez ouverts sur les disciplines, soit ils sont toutes les sciences humaines et sociales sont éligibles, ou même toutes les disciplines sont éligibles. Donc on a décidé de créer un nouveau filtre qui sera en place très bientôt, on espère, un filtre thématique. Donc vous pourrez, par mots-clés en fait, thématique par mots-clés, vous pourrez ensuite filtrer les appels par votre champ de recherche ou par la thématique, le sujet sur lequel vous travaillez. Donc par exemple, vous travaillez sur le bouddhisme ou les migrations ou la violence. Donc vous aurez un filtre mots-clés, vous cochez violence, vous aurez tous les appels qui sont un peu dans ce domaine, dans ce sujet de recherche, indépendamment de la discipline ou des disciplines éligibles. Donc ça va être en place très bientôt. Vous aurez aussi ici en haut une recherche libre aussi qui vous permettra de chercher migration dans le texte des appels actuellement ouverts. Et on va mettre en place un deuxième outil de tri nouveau qui est le taux de junior et senior, donc en fonction des années d'expérience post-doc. Donc vous aurez la possibilité de rentrer vos années d'expérience post-doc. Donc vous avez eu votre thèse il y a 4 ans, donc vous mettez 4. Et vous aurez tous les appels qui sont justement ouverts à cette tranche de junior ou senior. Enfin voilà. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, c'est à peu près tout, je crois. C'est à peu près tout. On peut vous montrer peut-être la page qui est la même pour le financement individuel, qui est présentée exactement de la même manière que pour le financement collectif, avec toujours ce taux de SHS que vous retrouvez, mais la plupart des appels de financement individuel sont génériques, donc il y a un taux qui est généralement plutôt fort. Voilà. Et aussi pour venir en France, pour la mobilité entrante, voilà, avec le nombre d'appels dans lesquels, évidemment, les instituts d'études avancées sont assez régulièrement à l'honneur. Actuellement, c'est l'IMERA. Vous voyez par exemple ici, quand vous triez, cette carte est un petit peu différente des autres puisqu'elle a une sorte de halo autour d'elle. On essaie de mettre chaque mois, dans les 4 catégories, un appel en particulier phare. Donc cet appel en fait ne bougera jamais. Pendant un mois, vous revenez, tous les autres appels ici pourront bouger puisqu'on en met régulièrement de nouveaux. Mais cet appel-là restera en avant parce qu'on pense que c'est un appel qui est suffisamment prestigieux ou intéressant pour la communauté de recherche en sciences humaines et sociales. Donc on incite, si vous voulez, de manière indirecte à vous intéresser à des appels dans chaque catégorie, venir en France, partir international, financement individuel
ou financement collectif. Voilà.